Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Coup de chaud écolo chez Pascal Praud. Une discussion contradictoire sur le réchauffement climatique a provoqué la colère d'une invitée écologiste. Petites annonces, gros racisme. Les agents immobiliers et les propriétaires seraient d'infâmes xénophobes selon SOS Racisme et les médias relayant l'étude de cette association. Facebook censure les dissidents politiques. Plusieurs dissidents américains ont été bannis par Facebook. Une inquiétante dérive totalitaire. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. C'est une séquence qui a provoqué la polémique ces dernières heures. Le 6 mai dernier, Pascal Praud recevait plusieurs invités dans son émission L'heure des pros. Parmi eux, Claire Nouvian, une ancienne journaliste devenue militante écologiste et cofondatrice de Place Publique avec Raphaël Glucksmann. Et les échanges sont partis en vrille autour de la question du réchauffement climatique. Il y a un dérèglement climatique, oui ou non? Ah oui, il y a une modification. Moi, je rêve des règlements, il y a une modification, oui. Ah mais attendez, Pascal, vous voyez bien, vous voyez bien aussi qu'on n'a plus de neige à Paris, par exemple, ce qui est très triste. Non. C'est pas une émission climato-sceptique quand même. Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission, parce qu'il y a des gens qui effectivement remettent... Il n'y a plus de climato-sceptiques. Si, il y en a beaucoup, madame. Ah non, mais c'est incroyable. Il y en a beaucoup, madame. Il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Si, ils ont le droit. À la suite de ce premier échange, Elisabeth Lévy répond. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est le mot même. Si vous voulez, le mot sceptique en science n'est pas une insulte, au contraire, c'est une vertu. Ah non, donc, non. Excusez-moi, non mais je vais finir ma phrase, bien que ça ne vous plaise pas ce que je dis. Non, je confirme. Je sais que ça ne vous plaît pas. Ouais. Je pense qu'il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous aimez, vous aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes et Ce qui me paraît extrêmement frappant, c'est l'expression du visage de Claire Nouvian, qui est une expression de parfait sectarisme. Les lèvres pincées, hargneuses, le simple fait qu'on puisse être sceptique, douter, ça suscite son irritation, son sectarisme, sa fermeture. Voilà. Ça, je trouve ça très intéressant. Et ça suscite même des insultes, puisqu'elle dit « vous êtes rétrograde » et on va voir que ce n'était pas la dernière insulte. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. On peut pas laisser dire ça. Et alors, eh bien, vous allez quand même me laisser le dire parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais en fait, vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter, mais vous allez quand même me laisser dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme vous, madame, et qui ne sont pas... Ça suffit, vous n'allez pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas. Mais attendez, mais on est au 21e siècle. Non, mais ça suffit, cet argument. Non, mais c'est pas possible. Si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez vous cultiver scientifiquement. Non, mais ça va pas, là. On le voit, la situation dégénère totalement et Pascal Praud essaye de calmer les esprits. Madame Nouvian, j'hallucine. Madame Nouvian, s'il vous plaît, c'est la première fois que vous venez. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que... C'est vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Non, arrêtez aussi. Mais ça suffit. Enfin, depuis tout à l'heure, elle prétend empêcher les gens d'exprimer la contradiction. Vous laissez parler les gens. Alors calmer les deux femmes n'a sans doute pas été facile, mais finalement l'émission a pu poursuivre son cours et tout finalement aurait pu s'arrêter là. Mais bien sur les réseaux sociaux, les militants de gauche se sont saisis de la séquence et ont lancé une polémique au point de faire apparaître le nom de Pascal Praud parmi les sujets les plus discutés sur Twitter. Et donc finalement de remettre une pièce dans le jukebox Claire Nouvian. On va voir ça tout de suite. Me retrouver sur ce plateau avec des gens comme ça m'a fait en fait un peu perdre mon sang-froid. Et donc j'ai dit que je trouvais ça ahurissant. Et comme j'ai porté la contradiction,
Là, j'ai eu le droit à la totale de la séquence sexiste, misogyne. On m'a traité d'hystérique, de folle, de mal élevée. Je suis folle de rage qu'eux, ils aient une tribune médiatique rétrograde, révisionniste, et que ce soit des négationnistes qui aient accès à la télé pour transformer les cerveaux de nos concitoyens et les rendre plus bêtes et plus ignorants. Mais quelle irresponsabilité! Je crois que la dernière phrase de Claire Nouvian est très intéressante. Cette femme, c'est une sachante, elle sait. Les autres sont des crétins, sont des abrutis. D'ailleurs, elle le dit. Elle le dit. On va rendre nos citoyens encore plus bêtes et plus ignorants. Il n'y a pas le encore, mais c'est plus bête, non, effectivement. Vous allez les rendre plus bêtes, plus ignorants. Ça veut dire qu'elle considère qu'ils sont bêtes et ignorants, qu'elle est là pour les éclairer, et que ceux qui ne pensent pas comme elle vont les rendre plus bêtes, plus ignorants. Quel mépris extraordinaire. Alors, sur le réchauffement climatique, il y a plusieurs choses à distinguer. Qu'il y a un réchauffement climatique, c'est sans doute indiscutable. Moi, je vais en montagne tous les étés, j'ai vu les glaciers reculer, bien sûr. Sauf que les glaciers reculent depuis 2 siècles, en Europe en tout cas. Donc c'est peut-être antérieur. Il y a peu de doute sur la question. C'est antérieur. Alors, la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débats sur le fait qu'il y ait réchauffement ou non. Par contre, il y a débat sur la cause. Il peut y avoir des causes anthropiques, il peut y avoir des causes volcaniques, il peut y avoir des causes quant à l'activité solaire. Il y a même certains qui estiment, certains scientifiques, qui émettent l'hypothèse que l'activité solaire va se modifier dans les 10 ou 20 prochaines années et qu'on va aller vers un refroidissement. D'ailleurs, je rappelle que dans les années 76, dans les années 70, il y avait des unes de magazines sur le grand refroidissement, la grande glaciation. Donc le climat, il a toujours évolué. Donc il y a débat, il doit y avoir débat. Et quelle est la manière d'accéder à la vérité dans la pensée européenne? C'est à travers le libre débat, la libre confrontation des points de vue. S'il y a ce qu'on appelle des climato-sceptiques, eh bien, il doit pouvoir s'exprimer. Alors, le libre débat, c'est pas au programme, clairement, de cette militante écologiste. On va le voir dans ce petit extra vidéo. La manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors, en quoi ? Dites-moi en quoi ? Vous laissez parler Elisabeth Lévy et vous lui répondez par des arguments. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait, pour commencer. Fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Alors, je crois, elle ne comprend pas le concept de débat. C'est une fermeture incroyable que son expression visuelle, son expression du visage exprime d'ailleurs. C'est une sachante fermée à sa vérité, et puis le reste, c'est l'enfer. Alors, ça, c'est l'explication, on va dire, un petit peu psychologique, intellectuelle des choses. Il y a aussi une explication politique. Parce que le jour où il y a eu cet incident chez Pascal Praud, le jour, ou plutôt la veille, puisque le monde est décalé, Monsieur Glucksmann, la tête de liste de Madame Nouvian, avait publié dans Le Monde « Nous devons radicaliser l'offre social-démocrate ». Et donc, il construisait une stratégie de conflit, de confrontation, dans une logique tout simplement de mobilisation de son électorat ou de récupération, dans le cas particulier de Mme Nouvian, d'un électorat écologiste. Donc, il y a à la fois la bonne conscience, on a des certitudes, nous on a la vérité, les autres sont des menteurs, des affabulateurs. Des réactionnaires, enfin que sais-je encore, toutes les autres. Des négationnistes, voilà. Bon, mais il y a aussi une stratégie électorale de campagne de cette liste. Et il faut bien les comprendre. Cette liste, les sondages les donnent à 5%. 5%, c'est terrible. Si vous êtes à 5,5, c'est le paradis, vous avez des élus. Si vous êtes à 4,5, c'est l'enfer, vous n'avez pas d'élus. Donc ça vaut le coup de s'arracher et de faire un petit peu de provocation. Par parenthèse, ce Glucksmann, qui est tête de liste aux élections européennes en France, qu'on présente d'ailleurs comme un philosophe, tout simplement parce que son père était philosophe, enfin, c'est semble-t-il héréditaire. C'est l'ancien régime, c'est héréditaire. Mon papa était philosophe, je suis moi-même philosophe. Il a dû faire une hypocagne, bon c'est bien, enfin ça suffit peut-être pas tout à fait à qualifier un philosophe. Et par ailleurs, il a été très impliqué dans les affaires de l'OTAN en Géorgie et il a contribué à animer des séquences de guerre civile en Géorgie. C'est pas tout près d'ici, mais c'est quand même ce personnage. Il est capable de susciter le conflit pour mobiliser ses partisans. Alors plus près de nous que la Géorgie, c'est les réseaux sociaux. Donc Pascal Praud a affronté une polémique
Il y a notamment un montage tronqué de la séquence qui a été diffusée par des militants de gauche. Et bien, à noter que Check News a repris l'intégralité de la séquence et a publié un article dans lequel les faits sont remis dans leur place, dans leur contexte, et donc qui, de fait, prend un petit peu la défense de Pascal Praud. Les journalistes notent que Claire Nouvian sort de ses gonds et que, énervée, elle lâche la première. Mais vous êtes dingue, puis vous êtes complètement taré en direction de Lévy. On voit donc que Check News fait donc un travail plutôt honnête sur cette séquence. Ce qui est fréquemment le cas de Check News. Autant on peut être critique sur les décodeurs ou sur l'AFP factuel, autant Check News font assez souvent du bon boulot. Voilà, même si là dans le titre ils parlent d'humiliation, bon ils prennent un peu parti, mais en fait dans le texte c'est plutôt correct. Et puis autre personnalité médiatique qui a pris parti pour Pascal Praud, en tout cas qui lui a donné la parole, c'est Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Et donc Pascal Praud était présent. Et dans cette émission, il a donné un petit peu crédit à votre thèse politique, puisqu'il a évoqué cette possibilité. Et on le voit après, on a l'impression d'être un poil piégé. C'est-à-dire qu'après, il y a quelqu'un qui vient sur le plateau et puis qui se sert d'une certaine manière de cet incident pour exister médiatiquement. Pourquoi pas ? Pour exister médiatiquement et pour se booster politiquement, tout simplement, électoralement. En tout cas, ça a bien fonctionné médiatiquement au moins. Voilà. Passons au zapping. La gare du Nord à Bruxelles est-elle devenue une zone de non-droit? Les chauffeurs de bus de la société de transport en commun flamande, De Lijn, ont en tout cas à nouveau décidé de ne plus s'y arrêter. Ils dénonçaient déjà un manque de sécurité. Ils évoquent cette fois un manque d'hygiène. Des cas de gale, de malaria et de tuberculose y auraient été rapportés. Nous filmons les alentours et les bus de De Lijn. Alors que nous échangeons quelques mots avec un chauffeur, la situation dérape. Un homme nous prend un parti. Fais attention, Fais attention, L'agression est instantanée, imprévisible et violente. C'est bon. Un micro est arraché et emporté, un autre est projeté. Nous devons quitter les lieux. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Bonne journée. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça de côté une fois pour toutes? Je vous casse votre truc. Mais non, ce ne serait pas bien. Alors foutez-moi. D'accord, mais est-ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir des responsabilités importantes près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Ça a duré environ 2-3 minutes. Vous avez vu l'intervention des forces de l'ordre? Oui, avec la porte vitrée, on voyait l'intervention. C'était plutôt calme. Oui, ça s'est passé dans le calme. Il n'y avait pas de débordement en tout cas. On nous a parlé de matériel dérobé. Comment ça peut se faire puisque les portes étaient fermées? Non, il n'y avait pas de matériel dérobé à mon sens. Il n'y a pas eu d'intrusion? Non, pas d'intrusion, non. Comment vous vous sentez, vous, là? Bah écoutez, très bien. Je sors de garde quand même, donc un petit peu fatigué, mais ça va. L'équipe n'est pas du tout choquée. On est allé jusqu'à parler d'exactions inqualifiables, d'actes de barbarie, d'attaques contre les personnels. Il n'y a eu aucune violence de ce type. Utiliser un vocabulaire qui devrait être réservé à des attentats, par exemple, pour qualifier ces débordements regrettables, c'est excessif. I very much want to have a baby with my partner. He is the love of my life. And if I talk about it too much, I'm going to cry, so I won't. But I came to that realization that I wanted to have a child almost really at the same time, unfortunately, as I came to the realization about what's happening with the planet. J'ai eu des moments difficiles, mais je travaille et je ne peux pas finir de fin de mois. Je suis une maman solo, j'ai mon fils à élever, j'ai des factures comme tout le monde et là je peux plus quoi. Il est en train de nous étouffer mais de tous les bouts quoi. Moi j'ai une petite jeune qui bosse avec moi, on n'a pas la paye, elle a déjà découvert de 500 €. Elle a un gamin de 9 ans, elle ne sait pas quoi lui donner à manger, on fait comment? J'ai 4 enfants, je les élève seuls, j'en ai marre de toucher des aides, monsieur Macron. Ce que je veux c'est que mon travail y paye. Il y a 2 ans, il était incompétent, intempérant. Il faut dire que ces foucades et ces tweets ont évidemment entretenu à loisir cette image. Et puis aujourd'hui, effectivement, une rafale d'indicateurs économiques. D'abord, un record de chômage à la baisse. 3,6%
seulement. C'est moins de 2 fois le taux de chômage français, et c'est un record depuis 1969. Ça fait 50 ans que l'Amérique n'a pas connu un chômage aussi bas. On a beaucoup dit qu'il avait eu la chance d'hériter d'une bonne situation laissée par Barack Obama, mais c'était il y a plus de 2 ans, et les derniers chiffres sont particulièrement spectaculaires. Les experts disent que ça devrait durer un certain temps, plus personne ne parle de récession. Comme beaucoup de Français, j'ai fait le marathon de Paris il y a quelques semaines, et puis j'ai pas couru sur mon nom. Je m'appelais Eddie Mohamed. Et quand on a besoin d'un peu de réconfort, on se met sur le côté, et là les gens applaudissent. Les gens, et comme il y a le prénom sur le dossard, les gens disent « Allez Thibaut, come on Thibaut, you did it Thibaut !» Et là, c'est la première fois que personne n'a dit « Allez Eddie !» Une autre gilet jaune, Florina Ligné, qui a perdu un œil lors d'une manifestation, figure elle en 2e position sur une liste qui s'appelle la ligne claire. C'est une liste d'extrême droite emmenée par l'écrivain Renaud Camus. Le chef de file des conservateurs européens avait indiqué qu'il renoncerait au poste de président de la Commission européenne s'il était élu avec les voix du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Le divorce semble désormais consommé et Viktor Orban va sans doute se tourner vers les partis souverainistes et populistes. Il y a quelques jours, il a reçu l'Italien Matteo Salvini. Ce lundi, il s'affichait avec l'Autrichien Heinz-Christian Strache, issu de l'extrême droite. Et il a indiqué vouloir aussi se rapprocher du parti polonais Droit et Justice, actuellement au pouvoir à Varsovie. Bien, merci Nicolas pour ce bon zapping. Alors, c'est amusant parce que la dernière séquence sur Orban, avec Euronews, on a un petit bobard dans le titre qui dit Orban lâche la droite. Mais non, c'est pas vrai. C'est la droite qui met son cordon, la fausse droite européenne, qui met son cordon sanitaire, puisque M. Weber, le candidat du Parti populaire européen pour la présidence de la Commission, dit « Je ne veux pas des voix d'Orban ». Si je suis élu avec les voix d'Orban, je démissionnerai. C'est le cordon sanitaire. Donc ce n'est pas Orban qui lâche le Parti populaire européen, c'est la fausse droite européenne qui bannit Orban. Et évidemment, Orban, il va se tourner vers les autres dissidents européens, comme Kurz en Autriche, ou comme Salvini, ou comme le PiS polonais, bien sûr. Mais là, le titre inverse les choses. Mais c'est toujours le méchant qui a tort, c'est vrai, ça c'est normal. Alors, il y a une séquence qui est tout de même qui met assez mal à l'aise. C'est l'enchaînement entre cette espèce de bobo gauchiste qui nous explique qu'elle ne fera pas d'enfants pour sauver la planète. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est toujours des blanches qui annoncent qu'elles ne feront pas d'enfants pour sauver la planète. Ce n'est pas des africaines. Ce qui est quand même un peu paradoxal quand on voit la démographie comparée des européennes qui est largement inférieure à 2 enfants par femme et la démographie des africaines qui est largement supérieure à 4 enfants par femme. Enfin, c'est toujours les mêmes qu'on incite à ne pas faire d'enfants. Et puis, il y a ces femmes européennes, françaises, qui, elles, vivent la vraie vie avec des enfants, des familles plus ou moins nombreuses, et qui parlent de leurs difficultés de fin de mois. Donc, il y a vraiment un décalage absolument extraordinaire entre les deux positions, peut-on dire. Castaner, on n'a pas parlé la semaine dernière, Nicolas, nous l'avions envisagé, nous avons renoncé, et nous vous expliquons pourquoi, amis du web, a parlé la semaine dernière de l'affaire de la Pitié-Salpêtrière. Pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que nous n'avions pas le recul suffisant. Nous n'avions à l'époque que la version gouvernementale et des témoignages de gens qui n'étaient pas sur place qui expliquaient qu'il y avait eu une agression à l'hôpital de la Salpêtrière. En fait, il n'y a pas eu d'agression à l'hôpital de la Salpêtrière. Il y a simplement eu des gens qui étaient nassés par la police et qui se sont réfugiés à proximité. Devant les portes et qui se sont réfugiés à la proximité de la Salpêtrière. Mais à l'époque, on n'avait pas... Quand on a enregistré, on n'avait pas les vidéos. Il y avait toute la propagande et donc, on n'avait que la propagande ministérielle. Bon, on avait quelques doutes, évidemment, vous vous en doutez, mais pas assez pour les contrer. En fait, bon, maintenant, on sait que tout ça est totalement bidonné, que Castaner a utilisé un vocabulaire totalement fantaisiste. En fait, il a utilisé la technique du bobard de guerre. Parce que, rappelez-vous, dans toutes les guerres, la guerre du Koweït, près de 30 ans, la guerre en Syrie, on explique toujours que le méchant, il bombarde un hôpital ou il débranche des couveuses. C'est une base du bobard de guerre. Et donc, Castaner, qui se considère en guerre contre les Gilets jaunes, le préfet de police de Paris, parle, ce qui ne se faisait jamais avant. Il parle d'adversaires, il parle d'ennemis.
pour les Gilets jaunes. Alors qu'il est chargé de maintenir l'ordre, oui, mais pas contre des ennemis, contre des gens de la population française qui peuvent ne pas être d'accord avec le gouvernement. Donc, Castaner considère les Gilets jaunes comme des ennemis, et donc il utilise, comme on fait quand on a des ennemis, le bobard de guerre. La salpêtrière, c'est le bobard de guerre de Castaner. Voilà. Dernier point, il y a une scène qui est assez incroyable, c'est la scène où, je crois, Isidora Duncan, c'est un pseudonyme évidemment, interroge Cohn-Bendit sur qu'est-ce qui est arrivé aux enfants pour lesquels il s'est vanté d'avoir eu envers eux des gestes pédophiles. En tout cas, il y a eu une situation il a évoqué des gestes pédophiles. Quand il dit c'est formidable quand une petite fille de 4 ans vous débraguette, ça c'est quand même un peu limite. C'est clair. D'accord. Bon, eh bien, là, au fond, ce journaliste de rue, il fait le travail que les journalistes français ne font jamais, parce que Cohn-Bendit, on lui déroule le tapis rouge ou le tapis vert. Dans les médias, on ne lui pose jamais les questions qui dérangent. Ce qui a été le cas en Allemagne en 2014, puisque Cohn-Bendit, il avait une technique formidable pour être député européen à vie, comme il a 2 nationalités. Un coup, il était candidat en France, le coup d'après, il était candidat en Allemagne, le coup d'après, il est à nouveau candidat en France, et le coup d'après, à nouveau en Allemagne. Et ça n'a pas marché en 2014, parce qu'il y a eu en Allemagne la révélation de ses propos pédophiles. Et c'est ce qui l'a empêché d'être candidat. Mais les médias français, ils ne veulent pas le connaître. Alors bravo à Isadora Duncan d'avoir fait cette petite séquence où il met ce personnage qui est quand même une grande gueule, il lui ferme la gueule, quoi. Voilà. Bravo. Et ce qui est intéressant dans cette affaire aussi, c'est que ce journaliste, il a été mis en garde à vue le lendemain. Alors pour une autre affaire, mais il a été mis en garde à vue en tout cas. Bah oui, mais la dictature Macron, ça fonctionne bien. Ça a pour but de dissuader les dissidents. Voilà, les 2 affaires ne sont pas forcément liées. Hein. La coïncidence est quand même heureuse, vous en conviendrez. C'est une coïncidence. Vous en conviendrez. Objectivement, les gens qui mettent en garde à vue, que ce soit les gens de la police ou les gens du parquet, ils obéissent aux ordres de l'exécutif. Et donc, si ça arrive le lendemain de l'action d'interrogation, peut-on dire, de Cohn-Bendit, la probabilité que ce soit un hasard, ça ne peut pas être un hasard. Puisque avant de procéder à ce genre de choses, on demande le feu vert de la hiérarchie. Bon, en tout cas, ce sont 2 affaires différentes en théorie. Oui, mais le feu vert de la hiérarchie, lui, il arrive ou il n'arrive pas. Et si c'est pas un feu vert, ça peut être aussi un ordre qui descend. Passons au 2e sujet. Petites annonces. Gros racisme. Les agents immobiliers, les propriétaires seraient d'immondes racistes, selon SOS Racisme. Une étude publiée mardi par l'organisme militant a été largement reprise par tous les médias, par exemple sur France Info. C'est une étude grandeur nature sur la réalité des discriminations au logement qu'SOS Racisme vient donc de réaliser en France. Évidemment, ça a été repris, donc, comme je l'ai dit, par tous les médias. Par exemple, l'Express qui titre « Discrimination raciale au logement, une enquête dénonce un accès bien inéquitable ». Et on voit effectivement que c'est une couverture totale. Alors ça prouve l'extraordinaire connivence entre SOS Racisme, qui est une association subventionnée, qui n'a pas d'existence en dehors des subventions qu'elle reçoit, et de l'accès aux médias. Et tous les médias reprennent, on va le voir, sans aucune distanciation. Voilà. Donc on a vraiment un appareil de propagande, qui est un appareil de propagande d'État, puisque SOS Racisme n'existerait pas sans les subventions de l'État et des collectivités territoriales, et de propagande médiatique. Alors tous les médias partagent l'information, mais certains ont plus de chance que d'autres, puisque c'est Le Parisien qui a eu l'exclusivité de l'enquête. Et là, Jean-Yves, on peut aussi se poser des questions. Là, c'est un partenariat entre LVMH de Bernard Arnault et SOS Racisme, c'est-à-dire entre un grand groupe de luxe et SOS Racisme. Voilà. Ce qui peut d'ailleurs s'expliquer, parce que la logique d'un grand groupe de luxe, c'est l'absence de toute autre discrimination que l'argent. Et à partir du moment où SOS Racisme combat précisément certaines discriminations, mais pas celles de l'argent, il y a une connivence entre LVMH et SOS Racisme. Alors, cette enquête de SOS Racisme, elle a établi que les candidats antillais ou africains et maghrébins et asiatiques à la recherche d'un logement subissaient une discrimination de la part des propriétaires et de la part des agences immobilières, avec en détail un asiatique
auraient 15% de chances en moins d'avoir un logement qu'une personne d'origine française. Pour les Maghrébins, ça serait 28% de chances en moins. Et pour les Africains subsahariens, 38% de chances en moins. Alors concrètement, comment ça s'est passé ce testing? Le Point nous donne les détails. SOS Racisme a appelé 90 agences d'Île-de-France des 9 plus grands réseaux en se faisant passer pour des propriétaires d'origine française ancienne. Donc le terme est intéressant, pour ne pas dire français de souche, français d'origine ancienne. Et demandait aux agences de sélectionner les locataires sur des profils ethniques. Et le résultat, eh bien, sans équivoque, 51% des agences immobilières acceptent de discriminer par le propriétaire ou alors directement par l'agence. Et SOS Racisme n'était pas le seul à mener l'enquête, puisque Looper, le média viral présent sur les réseaux sociaux, a mené également l'enquête via le journaliste militant de gauche, David Perrotin. Après, vous allez me dire, vous, quel profil vous préféreriez, et bien entendu, je vais en tenir compte. Ouais, donc si par exemple, je vous dis, si je veux préférer par exemple la communauté européenne, vous en tiendrez compte même si c'est pas écrit? Oui, mais par contre, lors des visites, c'est quelque chose que je ne ferai pas, je le ferai en aval. C'est-à-dire que je dirais, votre dossier n'est pas sélectionné. Et alors, selon cette étude reprise par tous les médias, eh bien, les particuliers seraient encore plus racistes que les agences immobilières. Logement, les discriminations encore plus fortes via Le Bon Coin et particulier à particulier que dans les agences immobilières, titre France Inter, avec le chiffre de 48% de réponses positives pour les Français d'origine ancienne, contre 46% de réponses positives pour les Asiatiques, 15% pour les Maghrébins et 11% pour les Subsahariens. Jean-Yves, on voit qu'il y a des différences entre les ethnies, les populations. Oui, alors si vous permettez d'ailleurs, ça me paraît invalider la thèse du mot que vous utilisez beaucoup, Nicolas, du mot racisme, que moi personnellement je mets toujours entre guillemets, parce que c'est un terme de polémique. Si les gens avaient un comportement, comme on dit, raciste, ils devraient rejeter autant les Asiatiques que les autres. Or, c'est pas vrai. On s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement pas d'écart entre le comportement pour les Européens et pour les Asiatiques. Il n'y a pas d'écart. Il y a un écart, par contre, il y a un gros écart dans la manière dont les gens sont perçus, entre les Français d'origine et les Maghrébins et les Africains, les Subsahariens. Donc, ce n'est pas un problème de racisme. Parce que si c'est un problème de racisme, les Asiatiques, ils ne devraient pas se retrouver du même côté que les Européens. D'ailleurs, on met les Européens, que ce soit des Français d'origine franco-française ou portugaise ou espagnole, enfin, on met les Européens. Mais les Asiatiques, apparemment, de particulier à particulier, il n'y a pas de problème. Il y a un problème avec, semble-t-il, les Maghrébins et les Africains. Donc ce n'est pas un problème de racisme, je pense que c'est plutôt un problème de code culturel. Il y a au fond des manières d'habiter qui ne sont pas forcément les mêmes si vous venez d'Afrique, si vous venez du Maghreb, ou si vous venez d'Asie, ou si vous venez d'Europe. Et au fond, c'est assez normal, pardon de le dire, que le propriétaire qui a un bien qui lui appartient, il va le mettre à disposition de quelqu'un, au fond, il peut avoir envie de le mettre à disposition de quelqu'un qui va avoir un peu les mêmes codes culturels que lui ou qui n'aura pas des codes culturels trop éloignés. C'est parfaitement normal. D'ailleurs, il y a une vieille expression qui était juridique où le locataire devait habiter bourgeoisement le bien. Voilà, là c'est connoté de manière sociale. Bourgeoisement, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire pas faire trop de bruit, pas faire trop d'odeur, pas troubler le voisinage, pas transformer l'usage de l'appartement, pas peut-être loger 10 personnes dans un appartement pour lequel il y a de la place pour 3 ou 4 personnes, parce qu'on oublie aussi tous les phénomènes de location, de sous-location et autres. Donc voilà. Alors, est-ce que les gens, ils ont raison ou pas? J'en sais rien. D'ailleurs, si on a le droit de faire des études ethniques comme fait SOS Racisme, on pourrait aussi faire des études sur la manière d'habiter un logement. Est-ce que c'est le même pour toutes les catégories ou pas? Voilà. C'est pas dans le bon sens des études ethniques. Si on fait des études, on fait des études. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a une
une liberté de discrimination qui de toute manière est prise par les propriétaires quoi qu'il arrive, que l'agence leur propose ou pas, puisque de toute manière ils peuvent sélectionner les dossiers eux-mêmes sur des critères qu'ils gardent à leur discrétion. Mais pour les SOS Racisme et pour les médias qui reprennent, comme on le voit dans cet article de France Inter, les résultats de l'étude sont alarmants. On voit que les préjugés sont très importants. C'est Julia Levivier, responsable juridique en charge du testing de SOS Racisme, qui le déclare. Et elle conclut: il faut que les pouvoirs publics agissent. Et on a Dominique Sopo qui déclare également le système de particulier à particulier peut paraître sympathique, mais les garde-fous n'ont pas été pensés et les conséquences sont dramatiques. Nous demandons que la loi impose des responsabilités. Donc on voit qu'il y a effectivement une volonté d'empêcher le libre choix des L'appel à la répression, au nom d'une égalité théorique, on veut empêcher le libre choix. Vous avez, encore une fois, vous avez un logement, vous avez le droit de le louer à qui vous voulez. Vous allez sélectionner. Sauf si le prix est 2 fois trop élevé, vous n'aurez pas de candidat. Si le prix est normal, vous allez avoir 5, 10 candidats. Il faut bien choisir. Vous choisissez sur les critères qui sont les vôtres. Alors, ils sont bons, ils sont fondés ou ils ne sont pas fondés. C'est votre problème. C'est la liberté de choix, la liberté de préférence. Et moi, je recommande la lecture de l'excellent livre de Thibaut Mercier, « Discriminer ou disparaître ». La discrimination, c'est la vie. On peut pas l'interdire. Il y en a toujours de la discrimination, au demeurant. Ne serait-ce que Il y en a d'argent. qu'une qui a accepté, c'est celle de l'argent. Alors là, vous là, avez des tas de gens qui vous disent « Ah là là, c'est pas bien la discrimination », sauf que eux, ils peuvent aller dans des hôtels, ils peuvent aller dans des logements, ils peuvent aller dans des restaurants où 95% ou 98% ou 99% de la population ne peut pas aller. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. Mais c'est le système. Seule la discrimination par l'argent est bonne. Toutes les autres, elles sont censées être interdites. Alors, pour rebondir sur cette question d'argent et conclure cette partie, il est à noter que Loopsider, donc le média dans lequel officie David Perrotin, a réalisé ce reportage journalistique en lien avec le CNC, le Centre national du cinéma. Il est donc sponsorisé par l'argent public à hauteur de 15 000 € pour 30 reportages. Donc on voit qu'il y a de l'argent public. Là, il n'y a pas de problème. Il y a de la discrimination par l'argent entre le politiquement correct et le politiquement incorrect, ça c'est clair. Tant mieux pour eux. Exactement. Et n'oubliez pas d'aider TV Liberté qui n'a pas d'argent public pour réaliser cette émission. Effectivement, on n'est pas sponsorisé par le CNC. Voilà, le CNC, non, décidément, on n'a pas de chance. Passons au tweet. Toujours sur l'argent public, on découvre avec joie qu'il y a eu un documentaire hagiographique sur Bernard-Henri Lévy. Et là, c'est pas 15 000 €. BHL, là, c'est pas 15 000 €, c'est 730 000 € de subventions, donc 430 000 € de subventions publiques. Et, alors là, c'est le must, là, 200 000 € de subventions d'Arte,
le président du conseil de surveillance d'Arte étant monsieur Bernard-Henri Lévy, on voit mal comment les gens d'Arte auraient pu refuser de subventionner le documentaire à la gloire de monsieur Bernard-Henri Lévy. La boucle est bouclée. 700 000 €, c'est juste énorme en plus pour un documentaire. C'est juste, oui, on peut faire des choses avec. Ouais, oui, on peut faire des choses avec. Bah, 700 000 €. Oui, c'est pas tout à fait le budget annuel de TV Liberté quand même. Enfin, c'est pour donner non, mais oui, c'est pour donner un ordre de grandeur. Ouais, hein. ouais, Voilà. Mais on est le budget annuel de TV Liberté, c'est pas le double. Hein. Ouais. Donc, vous voyez. Et là, 700 000 € juste à la gloire de Bernard-Henri Lévy. Bah, tant mieux pour lui, bien sûr. Alors, bah, il y a un certain nombre de tweetos qu'on recalé un peu Libération, qui confond Simone Veil et Simone Veil. Il y a effectivement eu deux Simone Veil. Il y a eu Simone Veil, la femme politique qu'on connaît, avec un V. Et il y a la grande Simone Veil, la Simone Veil avec un W, qui est une philosophe, qui a écrit un livre tout à fait important, et qui reste important près d'un siècle après sa parution, enfin tout à fait un siècle, un peu plus de 70 ans après sa parution, un livre sur l'enracinement. Voilà. Il ne faut pas confondre les deux personnages, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé aussi de biodiversité, ce qui est assez logique, puisque c'est un rapport de l'ONU, d'un organisme de l'ONU, un petit peu comme le GIEC, mais qui s'intéresse à la biodiversité. La réduction de la biodiversité, c'est un vrai sujet, ça existe. Ça a toujours existé d'ailleurs, parce que la vie, ça évolue. Donc il y a des espèces qui se créent, il y a des espèces qui disparaissent. Très très élevé là. Là, c'est effectivement une préoccupation beaucoup plus importante, mais qui n'est pas forcément bien traitée. Parce que d'abord, la biodiversité, par définition, ça concerne des milieux biologiques divers, des écosystèmes divers. Et l'écosystème tempéré, l'écosystème occidental a un certain nombre de problèmes. Moindre d'ailleurs que les écosystèmes tropicaux ou équatoriaux. Donc vouloir régler ça de manière absolument globale, mondiale, c'est sans doute pas voir tout à fait le bon sujet. Parce que la biodiversité, c'est les espèces en Europe, c'est pas la même chose que les espèces en Afrique. Et on va pas sauver la biodiversité en Europe de la même manière qu'on va la sauver en Afrique. Et puis bah, ce qui peut aussi être sur la biodiversité, il y a des espèces invasives extra-européennes, par exemple, qui peuvent avoir un impact considérable sur des espèces en Europe. Je pense aux vers de terre, où il y a des vers de terre tropicaux qui sont arrivés en France et qui mangent les vers de terre européens, enfin français, je sais pas si c'est une nationalité, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai impact. Et donc ça, je ne sais pas si ça va être traité de la meilleure manière dans le rapport. Oui, il y a aussi les écureuils gris qui prennent la place des écureuils roux. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le problème de la mondialisation. Et il est évident que tout ce qui va dans le sens de toujours plus de mondialisation, toujours plus de libre-échange, bah, ça va toujours dans le sens de toujours plus de nivellement et donc de moins de biodiversité. Il y a aussi cet aspect-là. Ce n'est pas celui qui est traité, évidemment, par les autorités politiques et idéologiques qui nous gouvernent. Donc il y a un vrai sujet, mais pour lequel on n'apporte pas forcément tous les bons éclairages. Dernier point, le Canard enchaîné a révélé qu'il y avait 227 procédures sur des blessures causées par les policiers, des blessures graves causées par des policiers à des manifestants, 227 enquêtes qui sont menées par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, et qui n'avancent absolument pas, puisque aucune n'a abouti en déjà 6 mois. L'avocat, par exemple, pour donner un exemple, non seulement les enquêtes n'aboutissent pas, mais il y a une volonté d'étouffer quand même les choses, puisque l'avocat de Fiorina, qui a été éborgné le 8 décembre, 6 mois après, il n'a même pas le numéro de dossier de la dite Fiorina, ce qui est tout de même une atteinte fondamentale au droit. Passons au troisième sujet. Facebook censure les dissidents politiques. C'est une censure que certains avaient déjà connue en France, Boris Le Lay, Alain Soral, Génération Identitaire, mais qui a également lieu aux États-Unis. Le Monde nous l'apprend. Contenu haineux, Facebook supprime 7 comptes aux États-Unis, dont celui d'Alex Jones. Et bien donc, Le Monde parle de contenu haineux, de personnalités controversées, complotistes, de personnes qui se livrent à la violence
ou à la haine, des individus considérés comme dangereux. On voit donc que là, il y a un vocabulaire qui est... Ah, il y a un enchaînement de novlangues. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quelqu'un de controversé, précisément, il devrait pouvoir accéder à l'expression. Puisque dans la controverse, pour qu'il y ait controverse, il faut qu'il y ait des gens qui disent A, des gens qui disent B, des gens qui disent blanc, des gens qui disent noir. Le fait de vouloir interdire, par principe, les gens qui ont des idées, entre guillemets, controversées, ce qui est un terme de novlangue pour dire pas conforme à la doxa dominante, c'est précisément l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Alors, autre terme de vocabulaire beaucoup employé, pour définir notamment Alex Jones, le directeur du site Infowars.com, complotiste, extrême droite. Et puis dans 20 minutes, Paul-Joseph Watson, qui est un youtubeur très célèbre et très influent, avec plutôt une vision conservatrice classique de la politique. Il est considéré comme un adepte des théories du complot, faisant des vidéos d'extrême droite. Donc on voit, Jean-Yves, qu'il y a, outre ce vocabulaire qu'employé, il y a une volonté de censurer les voix dissidentes sur Facebook. Absolument. On a une censure privée qui se met en place, qui est très inquiétante d'ailleurs, parce que moi j'ai longtemps cru, quand Internet s'est développé, que nous étions protégés, nous en France, mais aussi aux États-Unis, par le premier amendement de la Constitution américaine, qui dit que le Congrès n'a pas le droit de légiférer sur la liberté d'expression. Alors c'est vrai, le premier amendement de la Constitution américaine interdit au Congrès de légiférer, mais il n'empêche pas des entreprises privées de légiférer à sa place, en quelque sorte. Et on voit bien là le déplacement du pouvoir, depuis le pouvoir politique, vers le pouvoir économique. Et alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les médias américains et Facebook étaient un petit peu les mains dans la main sur cette question, puisque Slate nous apprend que plusieurs médias avaient été prévenus à l'avance par Facebook de la suppression des comptes. Donc un joli coup de com', notre Slate. Donc on voit, Jean-Yves, qu'aux États-Unis, il y a une complicité, il y a une connivence entre les médias et Facebook. Oui, en France aussi, puisque le préfet Laurent Soli, ex-Sarkoboy, qui dirige Facebook France, et le mari de Caroline Roux, qui est une militante journaliste tout à fait engagée. On voit aussi que Facebook paye un certain nombre de décodeurs pour dire quels sont les comptes qu'on doit pousser, quels sont ceux qu'on doit ralentir. Donc il y a vraiment une connivence entre Facebook et les médias dominants. Ils se sont fait la guerre, ils continuent de se la faire un petit peu, et en même temps, ils convergent vers la censure. Alors, un média qui a une opinion un peu divergente sur la question, un traitement en tout cas différent d'informations, c'est RT qui, dans son article « Purge politique », point d'interrogation, Facebook bannit de sa plateforme Paul-Joseph Watson, Alex Jones, Louis Farrakhan. Et on voit que dans cet article, il y a la volonté de donner la parole à toutes les parties, ce qui est quand même à noter. Le journal de référence Le Monde ne le fait pas. Et une phrase de l'article est intéressante. Il ne sera désormais plus possible pour les utilisateurs de Facebook de partager les vidéos du site Infowars.com, sinon dans le but de les condamner au risque de se faire à son tour bannir. Et c'est effectivement quelque chose qui a été annoncé et ce qui a fait réagir sur Fox News Tucker Carlson, qui a déclaré « Mark Zuckerberg ne fait pas que censurer des opinions, il impose les opinions politiques que vous êtes autorisés à avoir. » Et Jean-Yves, on est obligé de se dire que demain, vendredi, Mark Zuckerberg sera à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron pour évoquer la régulation d'Internet. Il y a de quoi avoir un peu peur quand même. Oui, à 15 jours des élections en plus, à 15 jours des élections européennes. Donc réguler Internet à 15 jours des élections européennes, ça veut dire pousser les postes favorables. Je traduis, traduisons-les. Réguler Internet à 15 jours des élections européennes, ça veut dire pousser les postes favorables à la liste En Marche et aux listes politiquement correctes et ralentir les autres. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas dit, mais, on imagine que via le rôle des décodeurs, effectivement, il y a des... bien sûr. Et là, on voit la triple alliance de pouvoir entre le pouvoir politique, le pouvoir numérique et le pouvoir médiatique. Bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.